Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Droit dans les yeux. Aujourd'hui sur notre plateau, nous avons l'immense plaisir de recevoir un homme qui incarne le rêve et la détermination des jeunes Congolais, Herman Amissi. Originaire de Lubumbashi, il a quitté sa ville natale pour venir à Kinshasa avec une seule idée en tête, se battre, créer et réussir comme beaucoup de jeunes venus de l'intérieur du pays. Herman a dû naviguer entre défis, doutes et sacrifices pour s'imposer dans la capitale. Mais il ne s'est pas arrêté là. Son humour, ses sketchs, ses vidéos virales et son talent lui ont permis de dépasser les frontières. Et aujourd'hui, il fait rire non seulement le Congo, mais aussi la diaspora et le public international. Herman Amissi est bien plus qu'un comédien. Il est le symbole de ceux qui osent rêver grand, qui osent se battre pour leur passion et qui, malgré les obstacles, font entendre leur voix à Kinshasa et au-delà. Herman Amissi, bienvenue sur le plateau de Droit dans les yeux. Merci. Bon frère, je disais avec ton passé diplomatique ici, est-ce que je saurais te gérer ce secret? Ah mais tu commences pas parce que sinon, d'abord je suis très fan de toi. Merci donc beaucoup. c'est-à-dire ton sourire, on me voit pas à la télé, mais bon, ton sourire contagieux me fait déjà rire et j'espère que je vais tenir le coup jusqu'à la fin de cette émission. Non mais on est là, on est ensemble. Merci beaucoup Herman pour le plaisir et l'honneur que tu nous fais. Je l'ai dit tout à l'heure, tu incarnes cette jeunesse qui se bat et qui veut réussir. Tu viens de Lubumbashi et tu t'imposes non seulement à Kinshasa, mais sur le plan international. Aujourd'hui, tu représentes l'image de l'humoriste congolais. Et si j'osais te demander, je sais qu'on t'a demandé ça plusieurs fois, l'une des raisons pour lesquelles je voulais te recevoir, c'est que je voulais en savoir un peu plus sur toi. Sûrement les téléspectateurs qui nous regardent aussi. Herman, comment tu arrives dans ce métier? Par pur hasard, ce qui est sûr, parce que dès le départ, je me voyais pas en fait être humoriste, je me voyais pas être un gars sur scène, je me voyais pas être un gars qui allait produire du contenu pour faire rire les gens, mais je me voyais un gars devant les gens, parce que à la base mon rêve en fait c'était devenir un futur Marius Munga, c'est que je voulais être journaliste. Moi je disais tout le temps en fait à mon père, que j'ai salué en passant, papa, moi j'aimerais être journaliste. D'où le choix en fait de faire le latin philo aux humanités et d'aller à la faculté des lettres à l'université de Lubumbashi. Mais comme on dit, j'ai raté être journaliste, parler devant les gens, mais Dieu m'a juste réorienté. On continue à parler aux gens, mais en étant humoriste. Tu connais Trevor Noah? Trevor Noah, oui. Tu sais que moi, si j'avais ton talent, je ferais comme lui. Parce que lui, il a ce que tu as et ce que j'ai, les deux ensemble. Et tu sais, c'est pas tard de devenir présentateur télé. Hein. Okay. Tu le ferais beaucoup mieux que moi. Mais j'aurais l'intention de rire à chaque fois. J'explique. Vas-y. Parce que je me dis, être journaliste à la télé, ça demande un sérieux professionnel. Je ne veux pas dire, quand je parle du sérieux, je ne parle pas du comportement en fait, ou bien du caractère. Non, donc même il faut pas être sérieux comme moi en costume cravate. Je parle de ça? l'attitude. Oui. Parce que moi, par exemple, présenter une émission où il y a un reportage, peut-être il y a quelqu'un qui est tombé. Moi, j'ai ri. Et l'information, vous ne pouvez pas me croire, messieurs et dames, mais il y a un monsieur qui a trébuché. Oh là là. Ça, c'est du Trevor Noah qu'on veut avoir. Mais on n'a pas ça à la télé, tu sais. Pourquoi pas animer, par exemple, une émission, un concept spécial, en fait, où on est sur un plateau détendu. Oui, voilà, tu nous parles de tout ça, mais de façon détendue. Moi, je te le conseille. Les plateaux de Kinshasa Télévision sont là. Si un jour, me voyez à la télé présenter une émission, un concept, messieurs et dames, à la base, c'est pas moi. Non, c'est son talent naturel qui revient. Alors donc, et tu commences à Lubumbashi. C'est à quel moment que tu as compris que tu peux faire rire? Quand la galère a décidé de me montrer un autre aspect de la vie. La galère. Évidemment. Raconte. Tu finis les études. J'ai dit ici, en fait, qu'à la base, mon rêve, c'était de devenir journaliste. Donc, j'ai fait mes études sur base de ça, avec ça, en fait, comme idée en tête. Deux fois, tu finis et la vie te montre une autre réalité. On est aujourd'hui en Afrique, tu étudies, c'est bien, mais trouver le boulot juste après tes études, c'est un autre miracle. C'est une autre étude, en fait, qui commence. On se bat, on n'arrive pas à trouver du boulot. Quand on n'a pas ce qu'on veut, on se contente de ce qui se présente.
Donc tout de suite, je me réoriente. J'ai une proposition en fait pour travailler dans un casino comme serveur. On s'est dit, en attendant d'être contacté par la télé, on va servir ceux qui ont faim. Oui. Je me retrouve en fait en tant que serveur dans un casino. On y va mollo. Ça me donnait pas en fait ce dont j'avais besoin pour tenir, mais au moins ça me permettait en fait d'avoir un petit rien pour pas manquer à manger. Au fur et à mesure, on continuait jusqu'à ce qu'un jour j'ai l'opportunité d'aller assister à un comédie club. J'assiste à un comédie club. Je passe au fait comme dans les comédie clubs, pour ceux qui savent, il y a un micro, il y a des open mic. Les open mic, c'est un micro ouvert au public pour celui qui a une blague à raconter. Il peut passer, c'est la famille, c'est comme ça. J'ai une amie qui m'a invité ce jour-là. Open mic, elle demande le micro. Elle dit, c'est pour lui, on me ramène le micro. J'avais rien à raconter comme blague. J'essaie un petit truc là. Il y avait Abel Bowala qui était invité à Lubumbashi. Abel, que je salue encore une fois de plus en passant. Ma blague passe et Abel Bowala qui dit au coordonnateur du Lubum Comedy Club, il lui dit « Garde-moi ces gars. J'aimerais les revoir la prochaine fois. » C'est comme ça, le gars me dit « Écoute, ici c'est la famille, hein. On a l'habitude de s'amuser. Tu es un gars drôle. Viens exprimer ton côté comique sur scène. On en a besoin. » J'avais un métier où on me payait, je crois, à peine $120 le mois, quelque chose comme ça. Je viens en fait, à la base, par passion. Je me dis, moi, j'aime provoquer les gens, j'aime titiller, j'aime voir les gens heureux, j'aime partager la gaieté, au fait. Ma première fois, je viens prester, en 2018, je n'oublierai pas, j'ai un cachet de $200 pour un sketch de 7 minutes. J'ai travaillé 30 jours avec un salaire de $120. J'ai fait un sketch de 7 minutes. Je ne fais pas un sketch. Je suis bête pendant 7 minutes sur scène. C'est quoi la différence? Bête, c'est les compliments qu'un humoriste reçoit le plus au fait, en Afrique. Plus on t'insulte, plus tu es bon. Okay. Toi, on dira, ah Marius, quel talent des journalistes. Oui, nous, on dira, Herman, il est tellement bête, ces gars. Mais tu sais, ton histoire m'inspire parce que quelque part, nos histoires se rencontrent. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à la radio, c'était aussi comme ça, comme par hasard. Un ami aussi vient me demander, qui s'appelle Anderson, il me demande de venir parler, de l'accompagner parce qu'il a un projet d'émission à la radio. Et quand on arrive à la radio, je raconte juste une phrase au micro et le prêtre qui était de l'autre côté, il dit « Oh, mais toi, tu parles bien, tu as une belle voix pour la radio. » Donc, c'est là que je pense que nos histoires se croisent. Moi à Kikwit, toi à Lubumbashi. Alors, finalement, tu deviens une vedette à Lubumbashi. Comment ça se passe? Alors, c'est la partie en fait qui clôture l'histoire. J'ai fait un petit sketch de 7 minutes, c'est que j'ai dit je suis bête pendant 7 minutes sur scène. J'ai un cachet de $200. J'ai travaillé 30 jours, j'avais $120. J'ai réfléchi, je me dis attends, donc être bête peut payer dans ces pays quoi. Les dimanches, je suis à l'église, j'ai dit Seigneur, rends-moi encore plus bête. Rends-moi encore plus bête. Je vais multiplier mes $200. Oui. Pourquoi j'ai fait allusion à la galère? Parce qu'il fallait, tu as un choix à faire. C'est que je me dis ok, si je suis au casino, c'est par manque de travail, j'ai accepté les $120. Mais aujourd'hui, je suis bête sur scène pendant 7 minutes, j'ai $200. La galère est encore avec moi. Mais j'ai un choix entre être au casino ou prendre les $200 en faisant de l'humour. C'est que tout de suite, j'ai choisi être humoriste, mais d'abord par passion. Parce que je l'ai souligné au début, pour moi, voir les gens heureux, voir les gens rire, ça j'ai un plaisir, en fait, avec ça, c'est que je ne pouvais pas m'en passer. Donc, j'avais un choix à faire entre la raison et la passion, et dire, bien évidemment, que la passion l'a remporté sur la raison. Et tu deviens finalement une vedette du rire à Lubumbashi. Et déjà, avant de devenir la vedette, c'est que tu choisis, en fait, ces métiers-là, tu te dis, OK, au moins, je pourrais avoir des $100 le mois, c'est bon pour moi. Mais ça, c'est sans t'attendre, en fait, à ce qui pourrait arriver avant. On est en 2018, on va arriver en 2019, et juste après, il y a la Covid. Et la Covid, paf, on est tous bloqués à la maison. Oui. Tu ne peux rien, tu ne peux pas sortir. À l'époque, mon métier, tu as besoin de réunir les gens physiquement, en fait, pour avoir tes $200 auxquels tu aspires. Mais après, tu ne sais plus quoi faire. On est bloqué à la maison, tu ne sais pas sortir. Si en ces moments-là, tu réfléchis, en fait, tu te dis, si je ne peux plus me déplacer, comment m'adapter, en fait, à la situation? En toutes circonstances, il faudrait voir le côté positif. La Covid a été peut-être un élément perturbateur, en fait, pour d'autres personnes.
Mais moi, je dirais, en fait, la Covid a été l'élément déclencheur du Herman Amissi que vous avez devant vous. Parce que c'est la Covid qui m'a permis de passer, en fait, de la scène vers les réseaux sociaux. C'est quand je me suis retourné vers les réseaux sociaux, principalement les réseaux sociaux TikTok, avec la création de contenus qui a fait exploser d'une autre manière les talents cachés en moi. Et c'est comme ça que le monde a pu découvrir un immature qu'ils ont adopté, que je suis aujourd'hui. Tu as un talent pur, Herman. Mais après Lubumbashi, tu deviens une vedette, tu cartonnes partout. Tu te décides d'aller à la conquête de Kinshasa, ce qui peut sembler un tout petit peu intimidant pour un jeune de l'intérieur, n'est-ce pas? Après, c'est toute une carrière qui commence avec des objectifs. Et moi, j'avais un objectif principal, c'est comment aller le plus loin possible. Mais maintenant, pour aller le plus loin possible, il faut commencer par le premier pas. Le premier pas, pour moi, c'était s'installer et convaincre Lubumbashi, chose qui a été faite. Mais après, il faudrait que ton pays t'accepte. Pour que ton pays t'accepte, il faudrait que la capitale t'accepte. D'où ces voyages au fait de quitter Lubumbashi et d'arriver à Kinshasa et d'essayer de s'installer. J'avais des objectifs, j'avais une vision, c'est que je savais en fait ce que j'étais en train de faire. Lentement mais sûrement en fait, j'étais en train d'avancer en essayant de mettre à côté de moi, avec moi, toutes les armes possibles qui pouvaient, toutes les armes humoristiques possibles qui pouvaient me permettre d'avancer. Et Dieu merci, avec une très bonne équipe et des bons amis qui m'entouraient, on a pu y arriver. Selon toi, est-ce qu'il est possible de réussir à l'intérieur du pays ou bien il faut absolument venir à Kinshasa? Après, il est possible de réussir partout où l'on peut être. Il suffit juste de mieux réfléchir et de se donner en fait les moyens qu'il faut pour y arriver. Mais maintenant, quitter ou pas, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ta vision. Je ne dis pas en fait que pour réussir, obligatoirement, tu dois quitter l'intérieur, au fait, pour venir à Kinshasa. Non, aujourd'hui, j'ai des exemples, au fait, des gens qui ont pu réussir en restant, en fait, à l'intérieur. Je vais parler en termes musicaux de R.J. Kanyera, que j'ai salué en passant. Il est resté, en fait, dans sa base, mais aujourd'hui, on parle d'un artiste international. Donc, c'est une fierté. Mais après, chacun a sa vision, chacun a sa manière de voir les choses. Pour Herman, il fallait que ça passe de Lubumbashi à Kinshasa vers le monde. Alors, comme je disais, là encore, nos histoires se rencontrent. Comme toi, j'ai quitté Kikwit pour venir à Kinshasa. Et de Kinshasa. Et Kinshasa m'accepte à travers mes émissions à la radio. Tu vois qu'on se ressemble. On n'est pas loin, hein? Pas loin. On n'est pas loin. Donc, c'est pour ça que tu m'inspires beaucoup, Herman. Je vois ma vie dans ta carrière. Je sais que tu as encore beaucoup à donner. Mais Kinshasa, quand tu arrives, c'est un peu intimidant avec tout ce qu'il y a, avec l'esprit quinois, la barrière de langue. Je sais que à Kinshasa, c'est le lingala, mais c'est pas la langue parlée à Lubumbashi ou c'est le swahili. Est-ce que ça joue? L'intimidation ne commence même pas, en fait, quand je prends la décision de venir à Kinshasa. L'intimidation a commencé dès le moment où je décide de faire de l'humour ma profession. Je me dis, dans un pays pétri des talents, la République démocratique du Congo, en matière d'humour, on va te parler de la DSOB, on va te parler des Vues de Loin, on va te parler des Fistons Saïsaï. Je me dis, mais est-ce qu'un simple garçon comme Herman Amissi pourrait arriver, en fait, à se faire une place, en fait, parmi tous ces grands noms? L'intimidation commence à partir de là. Mais je savais ce que je voulais devenir. Je savais jusqu'où je voulais aller. Et j'avais confiance, en fait, en mon talent et la passion, en fait, que j'avais pour de l'humour. Je me disais, en faisant les choses, en proposant autre chose, une étude du terrain. Ça, je profite, en fait, pour le dire même à ceux qui nous suivent. L'étude du terrain, c'est pas seulement en termes de construction. Non, l'étude du terrain, on l'utilise, évidemment. Seulement en termes de construction. Oui, parce que les gens pensent que c'est seulement en termes de construction, en fait, que tu vas aller sur une étude du terrain. Non, l'étude du terrain, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire, dès le moment où tu veux poser tes bases quelque part, il faut commencer par l'étude du terrain. Parce qu'une étude du terrain réussie, ça te permet d'aller le plus loin possible. Alors, oui, vas-y. Pour moi, en fait, ça commence sur l'étude du terrain. J'ai fait cette étude du terrain, je vois en fait tout ce qu'il y a. Je me dis, comment proposer ce qu'il n'y a pas? Et c'est ce qui m'a donné en fait la place que j'ai aujourd'hui. J'ai su proposer en fait ce qu'il n'y avait pas. Et ce qu'il n'y avait pas, c'est quoi? L'humour autrement. L'humour autrement. Je voulais plus en fait donner un humour rassembleur, un humour qui pouvait être suivi partout et par tout le monde. Un humour en fait qui peut réunir la famille un bon dimanche après culte,
un humour qui peut réunir les autorités sans se dire non, là on sent en fait qu'il pourrait avoir ceci. Non, un humour du peuple, pour le peuple, par le peuple. Et tu choisis un rôle qui est plus ou moins pas facile à incarner, celui du pasteur. Celui du pasteur, plutôt dire celui du prédicateur de la bonne humeur. Oui, parce que moi je me dis, au fond je me dis, l'humour peut se prêcher. Parce que prêcher c'est éduquer, prêcher c'est instruire, prêcher c'est former. Et si ça c'est mon idée de base, c'est-à-dire je ne fais pas seulement rire, non, mais pour moi aujourd'hui l'humour est un outil, c'est un instrument qui, au-delà au fait de procurer de la bonne humeur, il faudrait qu'il laisse des traces constructives, au fait. C'est-à-dire, je fais rire, mais après, il y a un message. On forme, on éduque et... Mais ce n'était pas un choix anodin, c'est parce que, voilà... Ça... Il y a une étude du terrain. Oui. Et c'était quoi cette étude du terrain? Il y a eu l'étude du terrain. Je me suis dit, ouais. Il y a déjà ceux qui font, ceux qui ont fait peut-être la plus grande partie, mais on n'est pas complet. Qu'est-ce qui manque? C'était ça, moi, ma question. Qu'est-ce qui manque à l'humour congolais que je pourrais peut-être pas ramener à 100%, mais ça pourrait être ma pierre à l'édifice. Donc, d'où j'ai fait ma part d'études du terrain et j'ai ramené ce que je pouvais ramener et ça m'a donné une place, au fait, parmi les acteurs, au fait, en termes de culture et d'humour. Alors, Herman, quel souvenir gardes-tu de tes premiers spectacles à Kinshasa, le moment où tu t'es dit, ça y est, enfin, j'y suis? Alors, Kinshasa m'accepte plus rapidement, pas en termes de sketch, parce que du stand-up, parce que dès le moment où j'arrive, je suis encore créateur, je suis plus au fait dans la création des contenus web humoristes que sur la scène. Donc j'arrive beaucoup plus avec des vidéos. Il y a eu tellement de concepts sur ça, que ce soit les noms des hommes ou des femmes à éviter en 2022 ou 2023, je crois, en 2021 encore, si je ne me trompe pas, que ce soit mes vidéos faites sur le Barça, que ce soit autre forme. J'avais un personnage, Herman Amissi, qui pouvait se diversifier. À des moments, ils avaient les prédicateurs de la bonne humeur, leur daddy, le pasteur au fait de la CDJ. Je salue d'ailleurs tous les fidèles de mon église. On est en pause. Ces derniers temps, je suis un peu plus sur les terrains. C'est comme ça, les gens qui critiquent, les gens parlent sur les réseaux. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, on les voit partout, sauf à l'église. Il est partout, sauf à l'église. C'est pas ça. La bonne réponse, c'est que je suis un pasteur de terrain. Oui. Moi, j'ai fait la patrouille ecclésiastique. Ok. Quelque part, on dit, tu veux prêcher les païens, il faut te faire païen. Des fois, vous me voyez en boîte en train de boire. Oh non, voilà, il est en boîte, il est en train de boire. Non, je suis en quête de gagner des âmes. Mais Jésus ne faisait pas ça. Ça, c'est une feinte. Quand je bois, le diable me voit, il pense qu'il m'a déjà conquis. Ah, ouais, celui-là, je l'ai déjà gagné. Feinte. Oui. Mais tu bois quand même. Mais tu bois quand même. Oui, je bois, c'est juste pour avoir le goût. Comment je peux prêcher aux gens d'arrêter l'alcool si moi-même je ne sais pas les conséquences de l'alcool? J'ai tout compris. Alors, est-ce que tu penses, Herman, que le français, la langue française, y est pour quelque chose dans ton évolution? Parce que c'est quelque chose dans l'humour traditionnel congolais qui n'existait pas. Chaque choix dans la vie a un impact sur ce qu'on fait. Moi, j'ai l'habitude de dire que les erreurs n'existent pas. Il y a ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Donc, tout est une question de choix. Le français, c'était mon choix et ça a eu des conséquences, au fait, sur ce que j'ai fait. Mais je ne dirais pas, en fait, obligatoirement que la langue française, c'est une voie de sortie ou une voie, en fait, une affirmation, en fait, des réussites dans ce qu'on est en train de faire. Non, même pas. Tu choisis le lingala, tu choisis l'anglais, tu choisis le swahili. Ça peut être une forme de réussite. Tout dépend, en fait, de l'angle que tu prends. Moi, j'ai choisi le français. Pourquoi? Parce que ma vision, une fois de plus, je vais revenir sur ça. Mon étude du terrain, en fait, dès le départ, a fait en sorte que je focalise ma réussite ou encore mon évolution, ou encore ma carrière, en fait, sur la langue. On est drôle, oui, mais être drôle ne suffit pas aujourd'hui, en fait. Tu es drôle, mais ton projet des sociétés, en fait, que tu veux vendre, veux le vendre en quelle langue? Tu veux les vendre, tu veux toucher, c'est quoi ta cible? Est-ce que c'est pour les publics, par exemple, congolais seulement, ou c'est pour le public africain seulement, c'est pour une communauté seulement, ou pour toi, tu te dis, c'est le monde, c'est-à-dire toute personne qui peut parler français dans le monde entier peut me suivre, peut m'écouter et peut être un potentiel abonné pour moi. Donc le français, si c'était en swahili, tu n'aurais peut-être pas atteint le niveau que tu as aujourd'hui. Après, je ne sais pas. Il y a des pays qui parlent au swahili aujourd'hui.
parler seulement Swahili n'est pas une garantie en fait pour dire qu'on reste seulement au pays ou encore qu'on sort. Ça dépend maintenant juste en fait ton humour à toi, comment tu les vends à l'extérieur. Ça peut être tu parles Swahili mais tu vends pas ton humour avec la langue. Tu es sur ce qu'on appelle l'humour de contenu sourd, c'est-à-dire les gens peuvent rire sans que tu parles. Alors qu'à la base, ta langue, c'est le Swahili. Tu peux faire rire les gens au Kenya, tu peux faire rire les gens en Tanzanie. C'est-à-dire tu peux devenir international, mais avec les pays, en fait, qui parlent la même langue que toi. Alors, quand je te regarde, ou je te regarde beaucoup, et j'aime bien te regarder, mais quelles sont tes sources d'inspiration pour, par exemple, écrire un sketch? Je suis beaucoup plus observateur. Il y a un gars qui disait... chaque jour, on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. L'humour est partout. J'ai un ami à moi, il s'appelle Joël Bin Kabodjo, que j'ai salué en passant. Il dit l'humour, c'est les ridicules de la réalité. C'est-à-dire, c'est les choses que nous vivons chaque jour, les choses que nous regardons chaque jour, mais on essaie juste de dédramatiser, en fait, de vendre un côté un peu plus comique de ce qu'on a l'habitude d'observer. Moi, aujourd'hui, mon humour, tout ce que j'ai traduit en humour, c'est le coût de la vie. C'est le coût de la vie. C'est tout ce qu'on reçoit, en fait, quand on sort. C'est tout ce que la vie nous rend peut-être avec brutalité. Et moi, je les prends, je les transforme en éclats de rire. J'ai vu dans les clips de DJ Kanyera. RJ Kanyera. J'ai beaucoup aimé cette scène. Enfin, tu as joué dans ce clip où tu es le pasteur le fonctionnaire qui va. C'est quoi le truc? Un bon thème, en fait. La chanson, c'est tiens. L'État t'arrive pas. Et moi, je suis un fonctionnaire de l'État avec la vie qui n'est pas tout à fait rose, mais qui essaie de vivre avec les peu qu'il arrive à trouver. Un rôle juste qui m'a permis de faire revivre en fait en image ce qui est dit en chanson, quoi. On te voit dans des spectacles devant le chef d'État, tu fais rire, hein, je vois tu as fait rire et tu fais rire le président de la République dans des cérémonies. Comment on se sent quand on se produit devant un public aussi prestigieux? L'humour est vaste. Comme je l'ai dit quelque part, pour moi l'humour c'est un outil. C'est un outil, à toi de voir en fait à quelle fin tu décides de l'utiliser et surtout la capacité en fait à t'adapter selon chaque circonstance. Tu te retrouves à l'église, quel genre d'humour tu donnes aux gens qui sont à l'église? Tu te retrouves en boîte de nuit, quel genre d'humour tu donnes aux gens qui sont en boîte de nuit? Tu te retrouves devant les présidents de la République, quel genre d'humour tu donnes devant ces gens sérieux, les matures? Ouais, ils sont comme ça. Tu ne pourras jamais aller en boîte de nuit et dire aux gens l'alcool c'est pas bon, l'alcool c'est pas ceci, on va te chasser. Quand tu es en boîte de nuit, il faut leur dire boire c'est bien. D'ailleurs, vous contribuez à l'économie du pays. Parce que si vous ne buvez pas, comment on va payer les DJ? Si vous ne vivez pas, comment on va payer les serveurs? Si vous ne buvez pas, comment on va payer? Parce que ces serveurs-là, ils ont des enfants qui étudient. L'effet juste que tu refuses de boire, tu peux contribuer à l'échec d'un enfant qui ne sait pas aller à l'école. Mais ça, c'est le pasteur qui parle. Je prêche, je l'ai dit, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont envie d'entendre. Il faut leur dire, boire, c'est bien. D'ailleurs, regarde à ton voisin, dis-lui, buvons. Ok. Et même les gens qui se retrouvent en boîte, sur chaque table, il y a toujours ceux qui payent et ceux à qui on paye. Ok. Alors, quand tu sais que tu es en boîte et qu'on est en train de payer pour toi, tu n'as qu'une seule recommandation à faire. Tu dois boire un peu et beaucoup danser. Et tu dois faire un effort. Tu ne payes pas, on paye pour toi. Mais pourquoi? Mais tu dois en profiter pour boire, non? Non, bois un peu, danse beaucoup. Il ne faut pas faire dépenser à la personne qui est en train de danser. Et puis, cherche un moyen d'être utile sur la table. Raconte des blagues. Fais rire celui qui paye. Gronde un peu les serveurs. Comme ça, à chaque fois. On te ça utile. Tu grondes les serveurs. Pourquoi? Oui, tu grondes. Mais toi, on te dit ouvre. Toi, tu ne vois pas que celui qui paye n'a pas encore son verre. Tu te rends utile. Tu vois? Ok. Tu leur dis ça. C'est ce qu'ils ont envie d'entendre. Ouais. Tu ne diras pas la même blague devant le président de la République. Non, même pas. Devant le président de la République, fais d'autres analyses. Dis-lui, explique-lui. Réfléchissons ensemble. On s'est dit, est-ce que ça t'arrive de réfléchir et de dire que le président de la République, il a un téléphone? Tu sais qu'il a un téléphone? Si le président de la République a un téléphone, c'est qu'il a toutes les applications qui peuvent être dans les téléphones. Comme quoi? On ne sait pas, mais le président de la République a peut-être OneXBet dans son téléphone. Oui, pour faire quoi? On peut lui proposer de jouer, de parier sur les Barça et mettre les budgets du pays.
On ne sait jamais. S'il gagne, oui. On double les budgets du pays. Oui, oui, oui. S'il perd, on vire les ministres du budget. mais là, je vais aller un tout petit peu creuser dans ta vie personnelle. Et c'est là que finalement, j'ai appris que tu t'es marié dans la famille présidentielle. C'est par ça que tu passes pour profiter. Ces choses ici, ouais. On les a entendues encore et encore. Et malheureusement, comme je l'ai dit ici, on vit les conséquences de nos choix. Elles peuvent être positives ou négatives, mais nous vivons en fait les conséquences de nos choix. Ouais. J'ai pas épousé dans la famille présidentielle. J'ai épousé ma femme. J'ai épousé une femme que j'aime, mais il s'est fait en fait que cette femme a une famille et cette famille peut avoir une autre casquette en fait. De la même manière, la casquette elle est présidentielle aujourd'hui. Comme par hasard, elle est de la famille présidentielle. Ben voilà, ça existe. Moi, j'ai aimé la personne, je n'ai pas aimé Mais est-ce que c'est dans ce cadre-là que tu as rencontré madame? Même pas elle, je l'ai rencontrée dans un autre cadre en fait qui n'est même pas. Je savais même pas en fait qu'elle était de la famille présidentielle. Ça, ce sont des choses qu'on a découvertes après. Mais quand tu l'as découvert, tu n'étais pas content? Ce qui me rend heureux, c'est de savoir si tu aimes la personne ou pas. Donc, moi, j'ai décidé d'être avec cette personne à la base, en fait, parce que je l'aime. Et ça, je pense que c'est le plus important. Mais on vit dans un monde aujourd'hui où il faut toujours trouver des raisons pour justifier la réussite de quelqu'un. Malheureusement, en fait, aujourd'hui, pour moi, si je suis drôle aujourd'hui, c'est la famille présidentielle. Pour moi, aujourd'hui, si j'ai rempli des salles, c'est la famille présidentielle. Il a réussi au Casino de Paris, c'était la famille présidentielle. Il a réussi au centre financier, c'est la famille présidentielle. Il a réussi au Canada, c'est la famille présidentielle. C'est-à-dire, ces gens qui viennent, des fois même, j'ai envie même de leur poser la question à mes spectateurs quand ils sont dans la salle et dire, vous êtes là, les présidents vous envoyaient des petits messages pour vous dire que j'avais un spectacle? Non. Mais il faut trouver des raisons pour justifier la réussite de quelqu'un. Ça te dérange quand même que ta relation soit liée à la relation avec la famille présidentielle? Je n'ai pas épousé la famille présidentielle, non. J'ai eu la chance juste d'épouser une femme que j'aime de tout mon cœur. Et Dieu merci pour moi, elle est de la famille présidentielle. Ok, bon, ça va. Bon, on va pas commenter ça. Et nous saluons madame qui nous regarde sûrement ce soir. Je comprends. Est-ce que ça devrait déranger? Si ça dérange, ça serait tout de suite en fait un poids sur ce que je suis en train de faire. Je reste concentré et focus sur ma carrière, sur les efforts en fait que je dois fournir. Parce que tout de suite, si tu veux te retourner de ces côtés-là et de savoir si ça te dérange ou pas, tu vas y donner beaucoup plus d'attention. Et ça risque en fait de peser en fait sur les temps que tu peux donner à construire ta carrière. Parce que ces gens-là, tu réussis aujourd'hui, ils vont parler. Tu échoues demain, ils vont toujours parler. Les gens sont là pour parler en tout, partout et pour tout. À toi de faire ton choix. Tu acceptes de rester et de faire les choses selon le dire des gens ou tu veux avancer. Parce que quoi qu'il en soit, ils vont parler. Voilà, de toute façon, ça doit être dur de vivre aujourd'hui dans le monde des réseaux sociaux où tout le monde a accès à toi à travers tes plateformes. Comment tu fais? Est-ce que tu lis les commentaires? Tu les parcours? Tu fais comment? Et tout le monde a à dire. Hein. Aujourd'hui, tout le monde a à dire. Les téléphones ont donné le pouvoir en fait, à tout le monde, même à des gens peut-être qui n'auront peut-être même pas le courage de t'arrêter en route. Excuse-moi, des gens qui n'auront même pas le courage de t'arrêter en route pour te dire quelque chose. Mais derrière son téléphone, tout le monde est roi, quoi. Tout le monde est président de la République, tout le monde peut faire ce qu'il veut, tout le monde peut placer les commentaires qu'il veut. Après, c'est les temps. C'est les temps, les choses évoluent, on essaie juste de s'adapter et à nous de décider, en fait, d'accepter les choses qui peuvent nous impacter ou de ne pas les accepter. Je reste focus. Les commentaires, oui, ça m'arrive au fait des fois de jeter un petit coup d'œil aux commentaires parce que tu dois, au moins, c'est très important d'avoir l'avis des fans. Très important d'avoir l'avis des fans, que ce soit les critiques, parce qu'elles peuvent être constructives de la même manière qu'elles peuvent être destructives. À toi de faire le choix, en fait, sur ce qui contribue à ton évolution ou pas. Puisque je suis en train d'essayer de faire le parallélisme, moi, je ne lis pas les commentaires. C'est mon équipe, c'est mon équipe qui lit les commentaires. Et il choisit, en fait. Non, qui m'amène la tendance de ce que les gens pensent. OK. Et c'est que les gens veulent qu'on change, ce que les gens disent par rapport à ce qui a été dit dans l'émission. En fait, ça te permet d'avoir une sorte de filtre, de ne pas trop t'exposer à ce que, parce que tout le monde qui vient
n'est pas forcément animé de mauvaise foi. Même si des choses qu'ils disent peuvent être vraies. Mais ton équipe, quand ils s'en occupent, au fait, ils te mettent une sorte de filtre pour pas que ceux-là t'atteignent. Qu'est-ce que tu penses d'adopter ça? Je suis d'accord, en fait, parce que ton équipe devient tout de suite une forme de bouclier. Il te protège, quoi. Oui. Il te protège, parce qu'on ne va pas se mentir. Tu peux avoir 1001 commentaires, il y en a 1000 qui sont positifs, il n'y a qu'un seul qui est négatif. Crois-moi, les négatifs te touchera beaucoup plus au fait que les 1000 positifs. Et quand tu as une équipe au fait qui sait se mettre à ta place, il sait venir te dire c'est bon. Et t'épargner en fait de toutes ces choses qui pourront t'affecter. Je pense que c'est une bonne façon de faire et je pourrais pourquoi pas l'adopter. Je peux? Non, tu dois payer. Droit d'idée. Droit d'idée. Ça va. Si ça peut aider à comment on dit ébattre la yo biso. Comment tu dis ça en anglais? Ébattre la biso yo. Ébattre la biso yo. To back si ça peut, non, en français, pardon. Si ça peut nous aider donc là, tu veux dire que l'anglais, j'arrive pas. À te nous protéger. On peut dire ça? À te protéger carrément. Pour nous. Ça comme ça, à te protéger pour nous. Voilà. Ça, tant mieux. Alors, l'une des choses qui a propulsé ta carrière sur le plan international, c'est le football. Mais toi, avec le Barça, tu as une histoire. C'est quoi l'histoire avec Barça et avec le football? Il y a toujours des belles coïncidences dans la vie. C'est quand tu fais les bons choix. Oh. Tu vois déjà bon. B, Barça, bon. Moi, c'est Real de Madrid. R comme rien. Tu vois, là, on est en route, c'est pas. Non, je te jure que moi, je suppose ça, c'est une petite dédicace à tous les fans du Barça qui nous suivent en ce moment. Les gars, soyez fiers parce que nous avons choisi les bons côtés de l'histoire. Mais c'est quoi ton histoire avec Barça? Ça commence comment? C'est quoi? Mon histoire avec le Barça, c'est une histoire de bonheur. Bonheur, c'est une histoire de bienfaits, c'est une histoire de bénédiction. C'est une histoire de boîtes, c'est une histoire de boissons, c'est une histoire de boire, c'est une histoire... Tout ce qui a trait avec B. B. Bassi. Bref, Bref, l'histoire avec les Barça, c'est une histoire de bonheur. Donc, si quelqu'un me pose la question aujourd'hui, comment je suis devenu fan du Barça, je n'ai pas de réponse à donner, je n'ai pas une réponse précise à donner. Je me suis retrouvé fan du Barça. Je suis né dedans. Même ma mère m'a dit à ma naissance, j'ai pleuré. C'est-à-dire, tout est parti de la naissance. Barça, c'était déjà dans une question de curiosité. Pour une personnalité comme toi, en RDC, est-ce que tu es payé d'être fan de Barça? Le foot d'abord, c'est pour moi une autre passion en fait. C'est ridicule un peu de ne pas être payé pour être fan, mais voilà. Pour la pub que tu fais, désolé. Je vais y arriver. Oui. Déjà, le foot pour moi c'est une passion et étant une passion, j'ai choisi un côté. C'est que je suis fan du Barça. J'apprécie tout ce qui est bon football. Voilà comment je me suis retrouvé de ces côtés-là. Mais maintenant, créer les contenus sur les Barça, c'est nourrir juste... j'ai une fanbase, au fait, que je dois nourrir. Et c'est ça, en fait. J'ai créé des contenus sur ça. Mais aussi, en tant que web humoriste, faire des contenus sur le foot, c'est pour moi essayer d'adoucir, en fait, la pression du foot. Aujourd'hui, on connaît tous en fait la rivalité autour du football. D'une part, il y a les fans du Barça, les fans du Real, il y a les fans du PSG, il y a les fans de Marseille. Il y a cette forte rivalité, mais on a besoin en fait d'atténuer la tension footballistique, d'où l'intervention de l'humour. Donc, on ramène un humour pur, un humour doux pour essayer d'atténuer en fait les différentes tensions entre les fans. C'est de la bonne guerre. Qu'on parle du Real, quand le Real perd, nous fans du Barça, on est content. C'est de la même manière qu'on se moque deux fois en fait de nous-mêmes en tant que fans du Barça. Quand il y a des belles victoires, on est content. Quand il y a des défaites, on parle aussi de notre club. Voilà, ça c'est comme ça, vous voulez nous tuer. Voilà, les joueurs jouent contre nous, il y a des infiltrés dans notre club. Voilà. L'humour pour atténuer la tension. Alors, l'un des grands moments, c'est aussi quand les Léopards, c'est la seule équipe que je supporte. Je suis fan de l'unique équipe au monde que je supporte, c'est les Léopards. Quand les Léopards perdent, je suis comme toi, je ne mange pas. Toi, c'est quand les Barça perd. Entre les Léopards et Barça, tu choisirais quoi? Mais la patrie d'abord. Ok, d'accord. La patrie. alors, là, tu reviens, tu ramènes un concept de surveiller le fleuve.
Et nos amis de Congo-Brazza qui nous regardent en ce moment, c'est un slogan qu'ils ont presque adopté. Ça vient d'où? C'est quoi l'inspiration? Comment t'en es arrivé là? Il y a cette fraternité, cette relation fraternelle entre le Congo-Brazzaville et le Congo de Kinshasa. Deux pays frères, comme je le dis, séparés juste par un fleuve. Ce fleuve pour nous, ou pour moi, qui est une richesse commune qu'on devrait protéger à tout prix. On a une idée, ou j'ai eu une idée de dire, la CAN, c'est une fête africaine. Tu vois, elle doit réunir tous les pays. Quand je dis qu'elle doit réunir tous les pays, c'est tous les pays. Et ceux qui participent et ceux qui n'y participent pas. Du coup, je me dis, il faudrait arriver à créer un concept unificateur. Un concept qui va mettre tout le monde ensemble. Et les pays qui sont en train de jouer la CAN et le pays qui ne joue pas la CAN. C'est comme ça en fait qu'on était on est arrivé en fait à créer ce concept Surveiller le fleuve. Je disais à nos frères brazzavillois, écoutez, on va jouer la CAN. Cette CAN, on ne la joue pas seulement pour nous, mais on la joue pour vous aussi parce que vous êtes en train de rester. Mais maintenant, vu qu'on la joue pour vous aussi, vous ne pouvez pas juste rester bras croisés. Non, faites quand même quelque chose, comme ça que ça nous motive. Nous aussi, quand on joue de l'autre côté, on s'est dit, on joue pour les Brazzavillois aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés juste comme ça, mais ils sont en train de faire aussi quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils surveillent cette richesse commune. Et quand si tu devrais t'adresser à ces Congolais, nos frères Congolais de Brazzaville qui te regardent en ce moment, qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, très chers voisins, très chers frères, très chers surveillants, je vous aime énormément et je vous envoie toutes les ondes positives. Aujourd'hui, ça parle, ça dit, mais voilà, écoute, arrête de parler de nous, arrête de nous appeler surveillants, arrête de faire ceci. Mais c'est simple, en fait. Moi, j'ai envie d'arrêter de parler du Congo, Brazzaville, comme surveillant du fleuve. Qualifiez-vous. Si vous vous qualifiez, vous aussi, vous jouez la CAN. Comment est-ce qu'on va dire surveiller le fleuve? Ce sera nous qui allons surveiller. C'est comme ça, en fait. Tant qu'il y a un qui part et l'autre reste, c'est celui qui reste qui va surveiller. Les jours où vous partirez, nous resterons, on aura un devoir. On surveillera. D'ailleurs, l'exemple n'est même pas loin. On était tous qualifiés au CHAN qui s'est joué au Kenya récemment. La RDC a été éliminée avant. On nous a éliminés avant. Le Congo-Brazza était resté encore dans la compétition. Ils nous ont dit, rentrez très vite, allez surveiller le fleuve. Okay. Donc on était rentrés, on était rentrés pour surveiller le fleuve. Alors, et maintenant, si eux, à chaque fois, ils ne sont pas là. Alors, tant que vous restez surveillés. Herman, la dernière Coupe d'Afrique, c'était le summum des vues, de tes sketchs par rapport au football. Tu as été au cœur de l'actualité. En même temps qu'on attendait les résultats des matchs des Léopards, il y avait aussi toi, on voulait savoir qu'est-ce qu'il va nous amener aujourd'hui. Comment est-ce que tu as pu vivre ce moment avec tous ces tournages, tous ces sketchs au Maroc, jusqu'à entrer... Comment est-ce que tu faisais pour créer ces sketchs-là? Un grand frère m'a dit... Tu sais, je me mettais à la place d'être derrière la caméra pour me poser la question, comment l'organisation de tout ça se passe? Un grand frère m'a dit, juste après mon retour au pays, il m'a dit, tu sais, on t'attendait, parce qu'on se disait, est-ce qu'il va encore rebondir sur surveiller le fleuve ou encore, voilà. Merci, félicitations, parce que moi, tu m'as épaté, je ne t'attendais pas, en fait, à ça, laisser surveiller le fleuve à côté et aller... Moi, je suis un créateur de contenu. Je suis un créateur de contenu. Créer. Il y a le terme créer. Créer, c'est innover. Créer, c'est penser. Créer, c'est rendre possible, en fait, là où les gens pensent que c'est impossible. Donc, à chaque fois, il faudrait t'adapter aux différentes circonstances, en fait, dans lesquelles tu te retrouves. On a une nouvelle CAN, un nouveau pays, une nouvelle culture, avec différents pays qui participent. Donc, il fallait une nouvelle création, il fallait de nouveaux contenus. On est au Maroc, dans un pays musulman, donc tout de suite, il fallait adapter même, en fait, la façon de faire. On est arrivé en sultan, en fait, on était des musulmans. J'ai été même baptisé. Moi, quand je suis arrivé au Maroc, on m'appelait Ashraf Herman Amissi. Okay. Donc, j'avais déjà même un nom musulman. Mais après, on a décidé, en fait, pour chaque rencontre, adapter un contenu exclusif. On est parti de l'arrivée déjà, où quand on arrive, on annonce au fait qu'on est en train d'arriver, on vient d'arriver au Maroc avec notre tenue, la RDC est en place, il fallait laisser de la place. Premier match, on joue contre les Bénin, nouveau contenu, on a caressé les bébés Bénin. Oui. On a montré, en fait, on n'avait rien contre eux, mais ils étaient sur notre passage. Oui. Ben, on devrait les câliner, ils ont été
traiter avec douceur comme un bébé sans trop les blesser. Après le Bénin, je pense qu'on a après Bénin, on a joué contre le Botswana. Je ne sais pas si je me trompe pas. Non, on a joué le Sénégal. Oui, le Sénégal. Oui, on a joué le Sénégal. Sauf que moi, je voulais adresser en fait un mot aux Sénégalais. J'arrive à leur hôtel, on me dit ils sont pas là. Oui. Je dis, comment ça ils sont pas là? On doit jouer avec eux. Non, ils sont sortis seulement ce matin. Ils disaient qu'ils arrivent et puis on les voit plus. J'ai dit non, ils peuvent pas fuir. C'est comme ça que je sors. J'appelle mon ami Boris. J'ai dit les Sénégalais sont portés disparus. Allez, avis des recherches, pouf, on appelle leur DGM là-bas, service d'immigration. Oui. Vous ne les avez pas vus? Non, on ne les a pas vus. Mais tous les pays. Ah, on a commencé à marcher dans la rue. Okay. On tombe sur des gens, on les a vus passer ici. On cherche les Sénégalais, on les a cherchés partout. Est-ce que c'est... Ramène-nous un peu derrière la caméra. C'était facile de tourner ces scènes au Maroc? Au Maroc, ouais. C'est quand même un petit coucou que je vais faire aux Marocains. C'est vrai, en fait, partout, il y a toujours peut-être des gens négatifs, un poignet peut-être des gens négatifs, mais le Marocain, il est jovial. Les Marocains, il est accueillant en tout cas. Moi, j'ai été très bien accueilli au Maroc. Aujourd'hui, j'ai des amis marocains avec qui on parle peut-être presque chaque jour. On ne se connaissait pas avant la CAN. La CAN nous a réunis et aujourd'hui, nous formons presque une famille. Maroc, merci en tout cas. Félicitations encore pour la CAN. C'est vrai que ça n'a pas été parfait sur tous les plans, mais sur les plans accueil, je suis rentré du Maroc avec des très bons souvenirs. Il s'impliquait tellement, c'était automatique. Mais c'était associé au match, quoi. Oui, mais c'est l'ambiance, c'est associé au foot, c'est associé... On attendait, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui par rapport au match qui va se jouer? À la CAN, tu arrives, tu es dans la rue, on te voit créer le contenu, il y a certains Marocains qui te reconnaissent. « Eh, bébé Bénin !» Ils ont envie, en fait, que tu leur parles, ils ont envie de participer, en fait, dans tes contenus. Ces côtés-là, ils ont pu vendre une image positive, en fait, du Maroc, en tout cas... peuple marocain. Et finalement, c'est le football. Les Léopards étaient éliminés. J'imagine pour quelqu'un qui s'est On n'a pas été éliminé. On n'a pas été éliminé. Les Léopards n'ont pas été éliminés de la CAN. C'était une décision personnelle. Laisse-moi finir ma question. Ok, merci. J'imagine que pour quelqu'un qui s'était autant investi, je vois déjà ta tête parce que ça t'énerve que tu sois parti. C'était quand même un grand choc. Oui. Vous n'avez pas été éliminé. On n'a pas été éliminé, j'étais en train de dire. Les Léopards, on n'a jamais été éliminé de la CAN. C'était quoi? C'était très important pour nous de quitter la compétition bien avant pour se concentrer sur les derniers matchs de qualification de la Coupe du Monde. Ah, donc c'est les Léopards qui ont décidé de partir. On a fait une réunion avec les pays, quand même le président était au courant, on s'est dit... On a un match très important. On doit se qualifier en Coupe du Monde. Parce qu'on voit comme les gens sont en train de jouer en Coupe d'Afrique ici. On a déjà 2 CAN qu'on avait déjà remportées. Est-ce que remporter la CAN encore aujourd'hui serait une histoire? Non. Oh. Par contre, jouer la Coupe du Monde et remporter la Coupe du Monde, ça serait une histoire. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Le mieux, c'est de continuer la CAN, remporter une coupe qu'on a déjà. Oui. Ou bien c'est quitter bien avant, protéger nos joueurs, nous préparer pour les CAN. Tout le monde, à l'unanimité, non, on quitte la CAN. Okay. Mais comme on ne pouvait pas quitter comme ça, la CAF va dire, vous quittez comme ça, c'est que non. On s'est dit, bébé Algérie, viens quand même, on te laisse. La preuve, c'est qu'on a joué tous les matchs. Mais je rappelle quand même que les Léopards a été éliminé par l'Algérie à la dernière minute. Bon, emblématique qu'on les dise comme ça. Un grand choc parce que... on ne s'y attendait pas. Un grand choc parce qu'on ne s'y attendait pas. Moi, je n'ai pas mangé. On arrive toujours dans une compétition avec l'objectif de la gagner. Et je pense que pour cette CAN, on avait tous les atouts pour remporter cette CAN. Alors, il y a les matchs... On reste encore en football, parce que tu me donnes aussi envie maintenant de continuer à suivre. Il y a les matchs de barrage qui se jouent le 31 mars. Donc, les Léopards contre la... entre les gagnants entre la Jamaïque et Nouvelle-Calédonie, c'est ces trucs comme ça. Nouvelle-Calédonie et Jamaïque. Ce sera le 31 mars, je crois. Si tu devais nous faire une blague inspirée de cette rencontre, ce serait quoi? Comment est-ce que les Léopards se préparent? C'est quoi l'esprit? Qu'est-ce qui nous accompagne? Qu'est-ce que nous avons? Je me dis, en vrai, si la FIFA se respecte, si la FIFA se met vraiment à sa place de la FIFA, la RDC doit être directement qualifiée. Comment parce ça? Que on joue... Est-ce que tu connais la Jamaïque dans l'histoire du foot? Non, même pas. Les Jamaïcains, on doit les laisser se concentrer sur des trucs comme les reggae, les Jeux olympiques. Ce sont des gens, on les connaît dans tout ce qui est courir, chanter, des trucs comme ça.
Oui, mais je sais que tu veux parler de mes cheveux, ouais, je sais. Ah, regarde. Non, c'est-à-dire, la Jamaïque devrait se concentrer dans la compétition où ils sont reconnus. Nouvelle-Calédonie. Moi, quand j'ai entendu Nouvelle-Calédonie, j'ai pensé au fait que c'était un livre dans la Bible. Tu vois, comme il y en a comme ça, Nouvelle-Jérusalem, trucs. Je me dis, c'est un truc très à la Bible. Le foot. Donc, normalement, si la FIFA se respecte et utilise son pouvoir, son savoir en tant que FIFA, la RDC est directement qualifiée. Mais comme on s'est dit, il faut, c'est complémentaire, c'est-à-dire il faut le faire pour qu'ils disent pas, voilà, la RDC a été favorisée, on va quand même jouer ces matchs. Que ce soit la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie, tout celui qui sera sur le passage de la RDC, les Léopards va passer et rendez-vous en Coupe du Monde. Parce que le Portugal, ils savent déjà, et même ils se préparent en conséquence parce qu'ils savent que d'une part ou d'une autre, ils vont affronter la RDC. Bien sûr qu'on t'attend au Mexico pour nous faire vivre à ta manière aussi cette rencontre. On espère que tu seras là avec les Léopards. On verra bien. Herman Amissi. Alors on va petit à petit finir cette conversation. Ça fait 2 ans que tu ne t'es pas produit sur la scène congolaise parce que tu es un peu partout. Trop de sollicitations. Est-ce que tu peux nous dire la dernière fois que tu t'es produit ici à Kinshasa, par exemple? Kinshasa, la dernière fois, on était au centre financier, je crois le 1er novembre 2024. Mais pourquoi tu ne te produis plus ici? Après, il y a une tournée qui a été lancée il y a 2 ans. Il y a un peu des dates par-ci, par-là. Est-ce que tu ne fais pas un peu comme Fally Ipupa qui était là? On avait l'occasion d'aller le voir ici et là, mais depuis un temps, Kinshasa, il se produit presque plus parce qu'il ne nous appartient plus. C'est un peu la même chose que toi. Après faire comme Fally Ipupa, les grands frères aujourd'hui, il a un vrai exemple en fait en termes de professionnalisme, de persévérance, de bien faire. Donc pour moi c'est je serais flatté de dire en fait voilà il fait comme Fally Ipupa, c'est un honneur de l'entendre. Mais j'essaie juste de mener ma carrière selon ma vision, selon mon étude de terrain que j'évoque depuis le départ. Les temps par rapport à mon calendrier n'a pas permis à ce qu'en 2025 qu'on revienne sur Kinshasa en fait pour avoir une autre prestation. On a été un peu partout dans la tournée. Il fallait être en Afrique du Sud, il fallait être au Gabon, il fallait être au Burundi, il fallait être au Canada récemment, il fallait être au Bénin. Il y avait un contrat avec Canal+ qu'il fallait finaliser, qui m'a pris aussi presque une année, donc c'était pas facile. Mais c'est 2026, c'est Paris. Paris. Tu as été à Paris aussi. Évidemment, encore. Tu as rempli le Casino de Paris. Le Casino de Paris. Voilà. Félicitations pour ça. Merci beaucoup, très fier frère. de toi. Merci en tout cas. Ouais. C'est 2026, c'est une nouvelle année avec des nouvelles opportunités. Qui sait, peut-être cette année, Kinshasa, tiens-toi prêt parce que ça peut éclater à tout moment, quoi. Alors, tu as un festival que tu... comment c'est ton festival à Lubumbashi tous les ans? Oui, c'est mon festival. Ça s'appelle la Grande Croisade du Rire. Ok. Voilà, on a aujourd'hui les plus grands festivals du pays, parmi les plus grands d'Afrique aussi. C'est une fierté, en fait, pour voir ce festival qui a commencé il y a 4 ans, en fait, comme un bébé, et aujourd'hui... qui arrive à marcher tout seul et à vendre encore une très 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 belle image de la culture congolaise au travers l'Afrique et partout ailleurs. Et il y a une 5e édition en fait qui arrive cette année avec des invités exceptionnels qui nous viennent d'Afrique et d'ailleurs. Donc je recommande à tous les Africains, je recommande à toutes les communautés francophones et même anglophones susceptibles de ramener leur dictionnaire et de rire avec retard. Venez, c'est le festival de tout le monde. Ça se passe à Lubumbashi, ma ville qui m'a vu naître, et c'est chaque année. Rendez-vous pour cette année au mois de mai, avec plus de 7000 immatures qui vont se réunir tous ensemble pour un seul objectif, rire pour le bien-être mental. Voilà, rendez-vous donc au mois de mai à Lubumbashi pour ce festival avec Herman Amissi et tous les grands comédiens du monde. Il y avait Toseka qui existait, mais qui n'existait pas. Il y avait Toseka, oui. Avec Ados Ndombassi qui n'existait plus. Avec l'honorable Ados Ndombassi. On suit le chemin, on copie que ce qui est bien. À l'époque de Toseka, je n'étais même pas encore humoriste, je ne savais même pas en fait que j'allais choisir ce chemin. C'est qu'on suivait à la télé
avec beaucoup d'admiration de voir en fait ce qu'il était en train de réaliser. Aujourd'hui, on est sur le chemin. J'espère en tout cas, grand frère, de là où vous êtes en train de me suivre, que nous vous rendons fiers par ce qu'on est en train de faire. Alors, est-ce que Herman Amissi, dans les jours qui viennent, dans le cinéma, peut-être? Qui sait? Moi, je suis juste un immature, mais je suis surtout un aventurier. Moi, les aventures, j'aime. Donc, là où il faut y aller, là où il faut apporter un peu d'immaturité. J'ai l'habitude de le dire, les gens, ne confondez pas l'immaturité et l'irresponsabilité. Nous sommes des immatures responsables. Parce que nous, on définit l'immaturité comme un état d'esprit. C'est tout. Donc. Et la grande question avant de finir, c'est... Moi, j'adore tes vidéos sur les réseaux sociaux. C'est qui les monte? C'est quoi c'est qui crée le truc? C'est bien fait. J'ai un réalisateur qui m'accompagne. Mais je dois dire que c'est toi qui mets ta sauce. Ça se voit. Oui, c'est qui est sûr. Je suis très regardant dans ce que j'ai publié en fait comme contenu, mais j'ai aussi la chance d'avoir des gens talentueux en fait qui m'accompagnent. Ça, il faudrait pas l'oublier. Mais j'ai toujours ma touche ou encore mes touches perfectionnistes en fait qui arrivent. J'ai ces trucs-là où je leur laisse faire le squelette, c'est-à-dire ils proposent en fait, on a le corps de la vidéo et en ces moments-là, je regarde maintenant, je commence à donner des orientations où j'ai dit ok, là c'est bon, mais là j'aimerais que ça ressemble à ceci, ici rajoute ça, ici et à la fin on a un plat bien épicé, bien complet pour divertir nos téléspectateurs, nos téléspectateurs ou encore nos consommateurs très exigeants qui ont l'habitude de nous suivre. Voilà, la vérité c'est que plus on monte, plus on demande plus on évolue, plus l'exigence devient encore plus grande. Aujourd'hui, tu publies un contenu, il y a des gens qui te disent, mais c'est très drôle cet aspect, c'est que tu prends autant de travail de jours et de jours pour créer un contenu, et quand tu publies un contenu, il y a un commentaire qui vient te dire, donc toi-même ça te fait rire. Alors, voilà le bouclier, il faut l'avoir. Herman Amissi, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de partager et passer ce moment avec toi. Merci beaucoup, grand frère. J'ai quand même un petit message à la fin. Je ne sais pas si tu permets, ça prend peut-être une minute. Je voulais dire quelque chose qui me tient à cœur en fait, par rapport à mon métier. Il faudrait savoir en fait, que pour moi, par exemple, l'humour ne me définit pas. L'humour ne me définit pas. Par contre, il me passionne. Tu vois, ce n'est pas ce que je suis, non, mais c'est plutôt ce que j'ai fait avec amour. Je ne suis pas un sketch sur scène H24. Même pas. Je suis juste un humain avec ses imperfections. Je suis juste un humain plutôt avec ses bons et ses mauvais côtés. L'humour, comme je venais de dire ici, moi, l'humour, c'est donner en fait le coût de la vie que je reçois en fait, le redonner en fait sous forme des éclats de rire. Je ne le fais pas. C'est un choix en fait que j'ai fait, mais pas une obligation en fait d'être. C'est un choix que j'ai fait, mais c'est pas une obligation pour moi d'être drôle en permanence. Non, même pas. J'essaie juste de vibrer. J'essaie juste de donner les mieux ou les côtés drôles au fait que j'ai à moi, à ces publics qui me suivent pour leur faire plaisir. Donc pour moi, l'humour, pour finir, c'est une passion et non une prison. Merci beaucoup Herman Amissi d'avoir accepté cette invitation. Merci pour ce voyage dans ta vie et ta carrière. Merci, grand frère. Tu es frère. vraiment un modèle pour les jeunes et on va continuer à te suivre. On te souhaite bonne chance pour tes projets. Merci aussi d'être ces modèles auprès de qui nous nous identifions et qui nous a aussi permis, en fait, à un moment de la vie, de se retourner vers vous, de voir ce que vous avez fait pour accomplir aussi ce qu'on est en train de faire. Toi, on t'attend sur les plateaux de télé comme présentateur. Pour bientôt, qui sait? Qui sait? Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc Herman Amissi qui était avec nous dans cette émission Droit dans les yeux. Ça a été un grand plaisir d'avoir été chez vous. N'hésitez pas de vous abonner très nombreux à nos chaînes YouTube et Facebook Kinshasa Télévision. Merci à toute l'équipe technique de Kinshasa Télévision qui était là. John Sakama était à la prise de vue. Gaylor Vangadio au son. Et Scotty Mukonkole était à la réalisation de cette émission. Au nom de toute cette équipe, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.